Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Ah oui? Eh ben, je te pisse au cul. Je suis trop vieux pour ces conneries. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shoot, le podcast qui parle du cinéma d'action en tout genre. Aujourd'hui, on a décidé de vous proposer un épisode qui est sous le signe du grand, du n'importe quoi, du hollywoodien qui explose dans tous les sens, en vous parlant de Bad Boys 2. Bien sûr, je ne suis pas seul, je suis toujours accompagné de mon cher Max. Comment ça va, Max ? Salut à tous, écoute, ça va très bien et ravi de parler de ce chef-d'œuvre de n'importe quoi, mais vous allez le voir, pas inintéressant pour autant, de Bad Boys 2. Effectivement, Bad Boys 2, donc film sorti en 2003, réalisé par Michael Bay, avec Will Smith et Martin Lawrence au casting notamment. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va s'écouter une petite bande-annonce. Bon, votre attention les TNT. Depuis le 11 septembre, on a renforcé la surveillance des voies maritimes. Du coup, les trafiquants de drogue passent par les voies terrestres. Le plus gros chargement de tous les temps arrive ce soir. Et les types après qui on court ont une énorme puissance de feu et ils détestent les lois. Couvreur en blanc! Couvreur en blanc! Nom d'une pipe en bois. Y a du négro ici. Messieurs, en quoi consiste votre travail? Je vais vous le dire. Il s'agit de tactique anti-trafic, le tout en équipe. J'ai eu comme une révélation. J'ai vu que le ciel t'envoyait pour me mettre à l'épreuve. Oh, mais y a un gars qui t'a tiré dessus. Et c'est même toi, ce gars. Moi, je t'ai tiré dessus. Ouais. Ça t'a touché dans le gras, mais c'est nickel du côté de tes... Une tactique discrète, empreinte de finesse et de subtilité. T'es quoi, un flic ou un mannequin? Et crache pas sur le beau gosse, crache sur la daube. Je crache sur ton tailleur. Où était la subtilité dans ce que vous avez fait aujourd'hui? Tout ça, c'est de ta faute. Est-ce qu'on pourrait discuter de tout ça plus tard? Faut pas qu'ils s'en sortent. Ils ont fait comme des rats. C'est pas plus tard, c'est tout de suite que je veux discuter. Dès qu'il nous file une pause café. Police! Stop! Arrêtez cette voiture! Ta plaque? Mais il a un flingue, dégomme-le! Là, tu peux sortir ta plaque. Bad boys, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? On vient vous calmer. Et quand tu veux, t'apprends les paroles, hein. D'habitude, on s'arrête au refrain. Et voilà, c'était la bande-annonce de Bad Boys 2. Avec cette magnifique VF. La VF incroyable. Et je pense que ce qui résume le mieux à la fois la bande-annonce et le film, c'est la réplique de Joe Pantoliano qui joue le capitaine Conrad Howard. Où est-ce qu'est la subtilité là-dedans, mon cher Max, je te le demande. Toute la note d'intention du film est dans la bande-annonce au moins, et il n'y a pas de publicité mensongère sur ce coup-là. Oui, effectivement. Alors là, je pense que la bande-annonce, voilà, c'est vraiment, on sent que c'est une bande-annonce très à début des années 2000 qui reflète bien le film tel qu'il est. Vite fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'auraient jamais vu Bad Boys 2, de quoi ça nous parle, mon cher Max? Bad Boys 2, tout simplement, comme son nom l'indique, suite du premier Bad Boys, sorti en 1995, et déjà réalisé par ce cher Michael Bay à l'époque.
sous la production de Jerry Bruckheimer et Don Simpson. Et donc, simple, on va suivre le duo de flics Will Smith et Martin Lawrence dans leurs aventures, qui vont tout simplement pourchasser du narcotrafiquant par pack de 12, et ça va défourailler dans tous les sens. Voilà, grosso modo, c'est très simple. Va y avoir une petite sous-intrigue avec la sœur du personnage de Martin Lawrence, joué par Gabrielle Union, qui est infiltrée, pareil, dans une espèce de groupe de narcotrafiquants, etc. Donc voilà, c'est un récit policier. Plus précisément ici, on est sur du buddy movie, donc un duo de flics ici, de personnages que tout oppose au premier abord et qui vont devoir faire équipe, pour le meilleur et pour le pire. Et souvent pour le pire, au vu des dégâts constatés et de ce que leur rappelle constamment le chef de la police, avec des métaphores très imagées et très tournées autour de l'anal. Ah oui, c'est l'une des thématiques aussi phares de ce film-là. Le bon goût avant tout. Le bon goût de Michael Bay avant tout. Alors Bad Boys, c'est une franchise qui est mine de rien assez culte, dans les années 90 avec son premier film, avec son deuxième film au début des années 2000, qui s'est poursuivi il n'y a pas si longtemps avec 2 nouveaux films en 2020 et 2024. C'est quand même un peu essoufflé. Et parmi ces films, on retient quand même souvent le 2, qui est peut-être le plus intéressant, celui qui a le mieux vieilli. Le ton n'a pas forcément bien vieilli, mais sur la mise en scène, il y a quand même des choses, comme tu le disais, qui sont intéressantes. Vite fait, est-ce qu'on reviendrait pas un peu sur Bad Boys 1 ? Oui, globalement, Bad Boys, alors peut-être que les gens un petit peu nostalgiques se font de fausses idées ou n'ont pas revu les films depuis longtemps. Si on prend en compte le 3 et le 4, du coup, c'est une saga cinématographique qui est quand même assez faiblarde, pour rester poli. Le premier film alors Michael Bay le disait déjà à l'époque, il y avait eu des soucis avec les producteurs, il avait quand même une marge de manœuvre qui était très limitée. D'ailleurs, pour l'anecdote, la séquence d'action finale, il a dû la financer de sa poche, donc à hauteur de $25,000. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le budget il était tellement serré que la voiture qu'on voit qui est utilisée par Will Smith, la Porsche, c'était la Porsche qui appartenait directement à Michael Bay. Et il l'avait utilisée histoire d'avoir une voiture qui avait quand même un peu de la gueule. Voilà, donc les moyens mis à disposition de ce cher Michael étaient quand même très limités. Il pouvait pas vraiment s'exprimer, n'est-ce pas, à son plein potentiel. Mais ça a été un succès, ça a été un vrai succès, avec du coup ces 2 stars, Will Smith, Martin Lawrence, qui venaient tout droit des sitcoms. Alors évidemment, Le Prince de Bel-Air pour Will Smith. Je me souviens plus du nom de la sitcom avec Martin Lawrence, qui était beaucoup moins connu chez nous. Alors oui, Martin Lawrence, c'est pas forcément celui qui était le plus connu chez nous, non, même c'était même surtout aujourd'hui encore. Oui, tout à fait. Je crois qu'il avait une sitcom à son nom, en fait, qui s'appelait Martin, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Martin, qui était pas à la plage, lol, et qui était effectivement très connu, surtout aux États-Unis. Nous, en France, on a surtout eu Le Prince de Bel-Air, qui a eu un vrai impact sur la pop culture. Et donc voilà, ce duo de comiques, ce petit buddy movie qui honnêtement volait pas très haut. Là où on aurait pu l'attendre un petit peu, c'est-à-dire sa dimension comique, humoristique, était quand même très plan-plan. Effectivement, moi je l'avais jamais vu. Je l'ai vu du coup avant de préparer ce podcast pour la première fois. Ça a été un moment très compliqué. Ma copine qui le regardait avec moi, qui se demandait si elle devait pas me quitter pour lui avoir montré ce film, tellement ça allait dans tous les sens, c'était n'importe quoi, mais surtout c'était très mauvais en vrai. Ouais, c'était assez moyen. Pour autant, le film a eu un vrai succès avec une esthétique très clipesque, ce qui nous permettra de faire une légère parenthèse effectivement sur Propaganda Film, là d'où vient Michael Bay, évidemment société de production alors qui a disparu au début des années 2000, mais qui était surtout très connu dans les années 90 et qui produisait beaucoup de clips musicaux ou alors de spots publicitaires, et qui a vu naître pas mal de cinéastes. On pourrait citer David Fincher, Spike Jonze, ou dans une moindre mesure Antoine Fuqua aussi, donc une société assez importante, et qui a vu naître des cinéastes avec une esthétique très marquée et finalement aussi très empreint de vraiment cette culture des clips musicaux et de la publicité, et qu'on va vraiment retrouver dans le premier Bad Boys, même dans d'autres œuvres de Michael Bay.
mais voilà, une identité visuelle quand même très propre, très reconnaissable, avec ce duo voilà, qui a su plaire au public, et donc ça a connu voilà, un vrai succès en salle, et ça a vraiment lancé pour le coup la carrière de Michael Bay. Effectivement, si on reprend les chiffres, Bad Boys 1, c'était un budget de 23 millions, donc effectivement, pour un gros film d'action, c'était quand même assez léger, mais en recette, c'est 141 millions de box-office mondial, ce qui n'est pas rien, et ce qui a pu ouvrir pas mal de portes, mine de rien, à Michael Bay après pour faire pas mal de films. Ça a vraiment lancé sa carrière, et encore une fois, dès ce premier film, en fait, l'identité visuelle vraiment de Michael Bay était déjà très affirmée, malgré effectivement le fait qu'il ait été quand même très limité par les producteurs dans ses mouvements, quoi. Alors Michael Bay, qui du coup après le succès de Bad Boys nous proposera un nouveau film d'action, The Rock, ou juste Rock chez nous, avec notamment Nicolas Cage et ce bon vieux James Bond, ce bon vieux Sean Connery. Alors un film que moi je n'ai pas vu depuis très longtemps, je sais pas si toi tu t'en souviens encore un peu. Quand j'étais plus jeune, alors je m'en souviens assez bien, puisque quand j'étais plus jeune c'était vraiment un film de chevet. Voilà, film d'action, bas du front, toujours Bruckheimer Simpson à la production, et voilà, avec ces espèces d'ex-soldats reconvertis en terroristes, effectivement, qui séquestrent des gens sur Alcatraz. Le concept est efficace, on retrouve encore une fois une signature, voilà, cette signature visuelle qu'on avait déjà entreaperçue sur Bad Boys, mais ici beaucoup plus affirmée. Voilà, c'est un film qui baigne dans son jus, quoi, hein. Voilà, on va pas crier au génie, mais encore une fois un gros succès au box-office, quoi, pour Michael Bay. Après ça, en 98, il nous revient avec un film vraiment témoin, j'ai envie de dire, de son époque et de la mode à l'époque des films catastrophes, avec Armageddon, un film qui avait, il me semble, aussi énormément marché à l'époque, avec Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, et notamment une musique à la BO de Aerosmith. Ouais, alors là ça a été vraiment, là avec ce film là, il est encore plus vraiment rentré dans une nouvelle catégorie, vraiment énorme carton, énorme budget. C'est là vraiment qu'a commencé à naître voilà, c'est tout le lore Michael Bay, avec voilà, ce mec qui veut tout faire péter, qui vraiment fait tout exploser avec cette histoire évidemment d'astéroïdes qui viennent s'écraser sur la Terre. Il fait littéralement tout péter, New York, Paris, vraiment tout. C'est la folie. Là encore une fois, un film très spectaculaire pour son époque, parce qu'il est toujours bon de rappeler qu'un effet spécial daté ou raté ne prévaudra jamais sur une bonne idée de mise en scène. Mais pour le coup, Armageddon, voilà, il y en a pas beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de plans débulés, de choses comme ça. Voilà, c'est pas non plus d'une virtuosité en termes de mise en scène incroyable. Voilà, c'est encore une fois, comme tous les films, j'ai envie de dire, de Michael Bay des années 90, ça baigne dans son jus. Voilà, aujourd'hui, c'est pas, à notre époque, c'est pas forcément un must-watch, mais voilà, ça a eu un succès absolument dingue, et ça a vraiment encore plus propulsé Michael Bay comme un des rois du box-office mondial. Oui, c'est un film qui encore aujourd'hui est relativement assez apprécié. Beaucoup de gens en gardent un bon souvenir. Peut-être contrairement à son film d'après, en 2001, avec un film assez pivot dans sa carrière, Pearl Harbor, avec Ben Affleck et notamment Kate Beckinsale. Alors un film où Michael Bay s'est un peu rêvé comme auteur, comme grand auteur, et malheureusement le résultat n'a pas été du coup au rendez-vous. Oui, vraiment c'est le film pivot qui va nous mener à Bad Boys 2, quoi. Vraiment, puisque ça va être ce film-là où, comme tu le dis, Michael Bay va se rêver en Spielberg, en Cameron, en Peter Jackson, c'est-à-dire vraiment en grand cinéaste de cinéma populaire au sens noble, qui va réussir à mêler le spectaculaire à l'intime. Non, ça va pas être ça, ça va être un film de plus de 3 heures, avec 2 heures de mélodrame absolument insupportable et niais, et filmé comme un soap opéra. Et le petit bonbon, quand même, la petite récompense de Michael, la fameuse séquence d'attaque de Pearl Harbor, qui est complètement orgiaque, complètement bayesque, comme on pourrait dire, et évidemment totalement malvenue au vu de la thématique et du contexte du film.
vraiment avec ce fameux plan, ce fameux money shot légendaire où tu suis en plan séquence une bombe larguée qui va s'écraser sur un porte-avions, séquence totalement bourrine et ultra spectaculaire mais absolument jouissive qui n'a rien à voir avec le reste du film, hein. Vraiment, c'est il y a la partie où Michael Bay se rêve auteur avec ce mélodrame complètement à côté de la plaque, ce trio amoureux, voilà, avec Ben Affleck, Josh Hartnett et Kate Beckinsale, et cette séquence-là d'action mais totalement bourrine, qui est hors sujet, qui est incroyable, et c'est vraiment très drôle, et voilà, entouré évidemment séquence homérique entouré de mélodrames vraiment chiants. Évidemment, le film va avoir une réception pas folle, on va pas se mentir, alors comme ses films précédents, mais là vraiment il va être très moqué dans son envie justement de se rêver auteur à la Spielberg, et il va être vraiment moqué, et ça va créer une réaction épidermique chez lui qui va nous amener petit à petit, doucement mais sûrement, à l'inénarrable Bad Boys 2. Oui, parce que ce qui est sûr, c'est que autant ces films jusqu'ici étaient à chaque fois des bons succès et avaient plutôt une bonne réception publique. Par contre, les critiques, eux, le boudaient, se moquaient souvent de lui. Pearl Harbor, c'était vraiment sa tentative, voilà, d'essayer de rentrer, voilà, dans ce cercle de critiques, d'auteurs et tout, ce qui ne marchera pas. Avant de passer à Bad Boys 2, je vais vite faire revenir sur le reste de sa filmographie. On va aller très très vite. Après Bad Boys 2, il nous produira The Island en 2005 avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Pas les plus jeunes, parce que ça commence à dater mine de rien. Après on aura la série de films Transformers, où il fera revenir les Transformers au goût du jour, avec toute une série de films dont il réalisera dans un premier temps les 3 premiers avant d'y revenir avec Transformers Edge of Extinction en 2014. Entre temps on aura le sympathique Pain and Gain avec Mark Wahlberg, The Rock, Dwayne Johnson et Anthony Mackie. On aura aussi 13, alors je vais le dire à la française, 13 Hours en 2016 avec Krasinski, John Krasinski de The Office. Il reviendra à nouveau à Transformers avec The Last Night, son chant du cygne sur cette saga. Il produira Six Underground, qui je crois est un film Netflix, si je ne dis pas de bêtises, avec Ryan Reynolds. Le Ambulance en 2022, qui était apparemment pas inintéressant, avec Jack Gyllenhaal et Yahya Abdul-Mateen 2. Voilà, c'était un peu son retour en grâce à un moment donné où on avait un peu, à juste titre d'ailleurs, réévalué son travail, où vraiment c'était à un moment donné où il était enfin reconnu, si ce n'est comme un grand cinéaste, n'exagérons rien, mais en tout cas comme vraiment un excellent technicien, ce qu'il est. Et donc effectivement, ça a été un bon retour en grâce de ce cher Michael. Puis après ça, son dernier film en date qui n'est pas encore sorti est un documentaire qui s'appelle We Are Storor, qui suit un groupe de 7 amis fans de parcours, le Yamakasi américain, on a envie de dire. Avec 25 ans de retard, bien joué. Et notamment, voilà, ça c'est son dernier fait en date, et il est annoncé à la réalisation d'un film adapté du jeu vidéo Outrun avec Sydney Sweeney au casting, j'ai envie de dire Camoulox. Du coup, Bad Boys 2 qui arrive dans ce contexte d'échec ou semi-échec, en tout cas échec critique complet de Pearl Harbor. Et du coup, il va avoir, comme je disais, cette réaction épidermique, notre cher Michael, il va se dire, ok, quoi que je fasse, on prend pour un débile bourrin. Alors ce qui est un peu méchant, pas totalement faux. Et donc voilà, même quand j'essaie de me rêver en auteur à la Spielberg, je suis moqué, du coup, voilà, je vais pousser les potards à fond dans le bourrin, dans le vulgaire, dans le n'importe quoi. Mais chose particulière, c'est que ici aussi, sous la houlette à la production de Jerry Bruckheimer, il va bénéficier déjà d'un énorme budget et surtout d'une liberté artistique absolument totale. Et dans le mixé au contexte qui est celui du coup de la sortie du coup de Pearl Harbor et de l'échec de Pearl Harbor, va nous donner un mélange absolument incroyable et détonnant qui va nous donner Bad Boys 2. Effectivement, un gros budget cette fois-ci, on passe de 23 millions pour Bad Boys 1 à 130 millions de dollars. Voilà, là on laisse beaucoup plus libre cours à l'imagination
ubuesque de Michael Bay, qui, comme tu le disais, sa volonté, sa note d'intention, c'était de repousser les limites de l'action et de faire un film vraiment over the top, rien à voir avec le film, bien sûr, de notre mon cher Rocky Balboa. Et c'est un film aussi qui sort dans un contexte un peu particulier, parce que c'est un film qui va être aussi un témoin de cette Amérique post-11 septembre, contrairement à Pearl Harbor qui était sorti quelques mois avant les fameux attentats. Ici, on va vraiment avoir un film de son époque et de cette Amérique complètement en roue libre, qui complètement paranoïa, qui tape sur tout le monde. Et aussi, il y a un autre truc qui va marquer ce film, c'est la génération qui commence à changer. Et c'est un film qui est très MTV dans son ton, mais pas le MTV des débuts, pas le MTV rock, le nouveau MTV de la fin des années 90, début 2000, le MTV hip-hop, ce qui a beaucoup, je pense, aussi influencé sa manière de filmer, on va dire, les corps et cette chère ville de Miami. Totalement. On peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur la fabrication du film et il y a plein de choses vraiment très, très cool et très drôles à dire. D'abord, tu parlais effectivement de l'aspect formel et de ses partis pris. Il va y avoir deux éléments très importants sur ce film-là. La première collaboration entre Michael Bay et Rob Legato. Alors Rob Legato, c'est une légende absolue des FX numériques. Il a bossé avec tout le monde, Spielberg, Zemeckis, Cameron, on lui doit beaucoup sur Avatar notamment. Et il va offrir à Michael Bay une toute nouvelle approche, et ça va donner une toute nouvelle dimension à sa mise en scène. On va le voir clairement avec Bad Boys 2, il va s'éclater avec cette caméra évidemment qui va défier toute loi de la gravité, et il va s'éclater à nous concocter des plans séquences vraiment complètement dingues, et ça qui est super intéressant, et d'ailleurs le Rob Legato le dira aussi dans certaines interviews. C'est avec Spielberg et Zemeckis, il disait, le cinéaste qui va avoir cette démarche-là de vraiment aller chercher, justement, expérimenter les nouvelles technologies pour vraiment les mélanger à sa mise en scène, vraiment voir en quoi ces nouvelles technologies peuvent apporter au cinéma et à sa propre mise en scène. Et en ça qui est très drôle, c'est qu'il a vraiment cette démarche des cinéastes pionniers qui œuvrent dans ce type de cinéma populaire, grand spectacle au sens noble du terme. Voilà, à la Cameron, à la Zemeckis, à la Spielberg, à la Peter Jackson. Sauf que la grosse différence, c'est qu'est-ce que va filmer ce bon Michael avec ces nouvelles technologies-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va en faire ? Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est qu'il va faire absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça a beau être techniquement impressionnant, son travail d'expérimentation avec Rob Legato, on va avoir certaines séquences, certains plans séquences absolument dingues. Pour ceux qui auraient vu le film, le fameux gunfight contre le gang haïtien qui se trouve être un gunfight avec une caméra qui tourne à 360 degrés autour des personnages sur deux pièces différentes, absolument dingue, et tout un tas de choses. Évidemment la séquence, alors qui va aussi inclure une nouvelle technologie dont on va parler, mais la fameuse course-poursuite sur l'autoroute qui est absolument folle, et aussi des choses beaucoup plus douteuses, notamment quand on le voit expérimenter un plan séquence avec la caméra qui part d'un hélico qui vole au-dessus de la ville et qui va passer par des conduits d'aération et qui va arriver dans une boîte de nuit et qui va filmer sous les popotins de nombre de jeunes filles présentes dans la boîte de nuit. Voilà, donc ça c'est la partie beaucoup plus douteuse de Michael Bay, et c'est assez fou, évidemment, pour tout bon cinéphile déviant, de voir ce que fait Michael avec les technologies, les nouvelles technologies mises à sa disposition, et ça fait partie du vrai plaisir déviant, on va pas se mentir, de Bad Boys 2. Alors en parlant des technologies et des scènes d'action complètement incroyables, on a notamment cette course-poursuite sur le freeway qui est complètement folle, peut-être une des scènes d'action du film les plus impressionnantes, je pense, en termes d'utilisation de nouvelles technologies, de mise en scène, avec ce rythme ultra cuté que Michael Bay avait déjà dans Bad Boys 1, mais qui là il peaufine encore, et qui fait beaucoup penser dans un certain sens au premier Jason Bourne de Doug Liman, et notamment cette scène sur le freeway de Miami qui sera reprise
dans un film Transformers parce qu'elle était tellement incroyable qu'il y avait moyen de la réutiliser en la recotant, notamment avec des effets de CGI qui sont très très légers, qui passent vraiment très bien dans ce film sur cette scène, qu'il était possible de modifier. Et notamment dans cette scène, Michael Bay va utiliser une nouvelle technologie dont je te laisse nous parler. Voilà, c'est pas tant effectivement une nouvelle technologie qu'un espèce de procédé de filmage nouveau et très Michael Bay dans l'esprit, puisqu'il s'agit d'un procédé qu'on appellera Bay Buster, qui est tout simplement un 4x4 avec une armature métallique autour et avec au niveau du pare-choc une caméra qui est fixée, ce qui permet en fait tout simplement au véhicule de foncer à travers d'autres véhicules, de carcasses de véhicules ou ce genre de choses, mais à la caméra en fait de filmer directement, d'être là aux premières loges, au cœur des accidents et de la tôle froissée, ce qui renforce évidemment l'immersion spécifiquement sur cette fameuse séquence de course-poursuite sur le freeway de Miami, évidemment qui est un procédé, le Bay-Buster, que Michael Bay, je crois, utilisera sur quasiment tous ses autres films, vraiment, qui permet, sur les séquences d'action, particulièrement de course-poursuite, on en aura une similaire aussi sur le film The Island, permet vraiment une immersion et un bourrinage toujours plus fun. Ouais, ce qui est assez fou avec cette scène et avec son cinéma, c'est qu'il y a vraiment cette volonté de faire en sorte que le spectateur se sente et soit immergé dans ces scènes d'action, dans ces courses-poursuites. Alors Bad Boys 2, moi je ne l'ai pas vu au cinéma, mais si jamais le film vous intéresse un tant soit peu et que le cinéma d'action vous intéresse un tant soit peu et que vous avez l'occasion de le voir au cinéma, je vous invite vraiment à le faire parce que ça doit être une expérience complètement hors norme, surtout dans une bonne salle, ça doit être absolument dément. Alors, on parlait du jusqu'au boutisme de Michael Bay sur ce film-là d'un point de vue mise en scène et de l'action. Alors ça, c'est chouette, nous on adore, mais ce qui nous fait aimer, enfin en tout cas nous fait dire que c'est aussi un petit plaisir coupable pour nous, Bad Boys 2, c'est que certes en termes de spectacle proposé et de mise en scène de l'action, c'est chouette, ça, il n'y a rien à dire, mais c'est aussi du grand n'importe quoi sur tous les autres aspects. Le jusqu'au boutisme, il n'est pas juste dans l'action, il est aussi dans l'humour, et il n'y a rien qui va à ce niveau-là. Voilà. Bon, on a divers exemples, diverses séquences qui sont ni fait ni à faire, mais effectivement, on est sur de l'humour souvent homophobe, parfois misogyne. Misogyne, raciste. On a un peu de zoophilie. On a de la zoophilie, la nécrophilie aussi. grande scène. Je sais pas si le film est aussi misogyne que le 1. Le 1, c'est assez fou. Dans le 1 et le 2, il y a un truc qui revient, c'est l'image de la femme, qui est vraiment pas globalement pas propre. Dans tout le cinéma de Michael Bay. Mais le film a au moins cette intention dans le 2 d'avoir un personnage féminin qui ici est joué par Gabrielle Union, qui est vachement mieux écrit que le personnage féminin de Bad Boys 1 qui est vraiment écrit et filmé comme une femme hystérique qui est infernale, détestable au possible. Là où Gabrielle Union se rapproche beaucoup plus d'une femme forte ici dans ce film. Bon, ce qui n'enlève pas du coup cette scène de la boîte de nuit au tout début du film avec cette caméra qui, Michael Bay, étant donné qu'il peut avoir des mouvements de caméra beaucoup plus libres, passe sous les jupes, sous les robes des femmes dans une boîte de nuit avec des mouvements de caméra absolument incroyables, mais bon, dont l'utilité peut laisser dubitatif. Et ce qui reviendra à 2-3 moments, mais ça, ce qui est même thématique de la saga de Bad Boys, qu'on revoit aussi dans le 3e film, c'est aussi l'image, malheureusement, de Miami, cette ville vraiment très, très festive, avec la drogue qui coule à flot, les soirées huppées complètement folles. Le film, reste quand même un film de Michael Bay, d'une Amérique profondément débridé, qui tapera sur tout le monde sans aucune distinction. On a l'impression c'est un peu un film anard de droite, quoi. C'est un peu n'importe quoi, mais avec une certaine vision de Miami en l'occurrence. C'est particulier. Ce qui est fou, c'est que le film commence quand même sur une scène que moi je trouve géniale, très marrante mais géniale, avec l'assaut. En fait, les Bad Boys ont un tuyau pour le rapatriement d'Ecstasy, donc ils montent toute une opération et en fait vont être confrontés à des membres du Ku Klux Klan. Oui. Ça va occasionner une scène d'action, une fusillade entre les Bad Boys, d'autres policiers et des membres du Ku Klux Klan, dont un est joué par Michael Shannon, qui est incroyable, qui se targue de dire
vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits, et eux qui leur disent t'as le droit de fermer ta gueule. Et la scène, voilà, il y a quand même un truc qui est génial dans cette scène, que ça soit dans la façon dont elle est filmée, mais surtout dans son propos. On se dit que ça commence bien, mais plus on va avancer, plus ça après, c'est vrai devenir bas du front. Oui. Après, c'est surtout un film, voilà, où Michael Bay s'est lâché. Surtout un film irresponsable entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas il suit pas une ligne idéologique quelconque en fait. C'est juste son humour lourdingue, très beauf, qui est voilà donc. Qui ressurgit voilà là à pleine balle quoi dans ce film là, il se fait vraiment plaisir, et surtout un humour qui, bon, si on l'accepte, si on a un peu de tolérance pour ça, marche quand même relativement bien à plusieurs moments, fait esquisser quand même quelques sourires, et surtout marche bien notamment pendant les scènes d'action. Et des films qui tentent des scènes d'action avec de l'humour, ça marche pas forcément toujours. Il y a souvent des coupes qui sont assez nettes. Ici on a quand même l'avantage d'avoir Martin Lawrence et Will Smith, qui sont quand même des grands acteurs qui ont commencé dans la comédie et qui savent avoir un rythme et tout. Alors je sais que pour le Bad Boys 1, Michael Bay trouvait le scénario et notamment les dialogues assez mauvais, assez faibles. Il avait laissé beaucoup de liberté à Will Smith et Martin Lawrence pour de l'improvisation. Je sais pas si c'est le cas pour le 2, mais ça m'étonnerait qu'à moitié. Tu as notamment cette séquence, du coup Michael Bay, on a directement parlé dans des making-of, dans des interviews, cette fameuse séquence où il rencontre le personnage de Reggie, qui deviendra un personnage un peu culte entre guillemets de la saga, qui aura son quart d'heure de gloire d'ailleurs dans le 4e film. Ouais. Donc le petit ami de la fille de Martin Lawrence, et donc leur première rencontre où ils font flipper le gamin, où Will Smith il sort son gun, etc. Tout ça c'est de l'impro. Ouais, c'est de l'impro d'ailleurs, et ce que disait Michael Bay, c'est que l'acteur qui jouait Reggie n'était pas au courant de ça. Du coup ils l'ont vraiment fait flipper. C'est ce qui est génial, c'est on sent vraiment un malaise venant de cet acteur, avec effectivement Martin Lawrence qui lui dit t'es qui, c'est quoi ton nom, ouais j'ai entendu, ferme ta gueule, t'as tes papiers d'identité, non, main contre le mur, il commence à le fouiller, t'as Will Smith qui arrive avec une bouteille d'alcool à la main, il fait qu'est-ce que tu veux, moi je sors de tôle, il sort son flingue, il l'envoie, on le voit pointer plusieurs fois son flingue, et on voit l'acteur qui joue Reggie esquiver droite-gauche. C'est ce que disait Michael Bay, j'avais vu dans une interview, il disait en fait normalement pour des raisons de sécurité, quand tu utilises des flingues, en fait l'acteur qui se fait pointer l'arme sur lui, normalement tu ouvres le chargeur et tu montres qu'il n'y a aucune balle normalement avant la prise, pour des raisons de sécurité, etc. Là il n'était pas au courant, donc t'as Will Smith qui sort son gun comme ça et qu'il le pointe, et le mec était pas au courant, on l'a pas briefé à rien, du coup c'est vraiment, mais c'est en même temps ni fait ni à faire, tu vois. Aujourd'hui après l'affaire Baldwin ça serait plus du tout possible, c'est ni fait ni à faire, mais effectivement ça donne vraiment une des rares séquences vraiment drôles au premier degré, vraiment, où tous les talents d'improvisation donc de Will Smith et de Martin Lawrence font des merveilles pour le coup. Ouais, c'est vrai que en fait, comme on a des acteurs qui viennent de la comédie, qui viennent du stand-up, comment ça s'appelle, de la sitcom, c'est des acteurs qui ont quand même un talent d'improvisation, et même si effectivement ça marche pas toujours, que ça soit parce que l'humour des fois peut être très gras, c'est quand même deux gars qui ont beaucoup de talent comique, et ça c'est à noter dans un film comme ça qui essaye d'aller jusqu'au bout. Voilà, on peut dire que c'est pas plus mal. Voilà, ça, y a pas que du mauvais goût, des fois ça fonctionne. Voilà. Alors Bad Boys 2, on pourrait pour finir parler un peu des influences de Michael Bay qu'il a pioché à droite à gauche du coup pour ce film. Alors, en sachant que Michael Bay c'est quand même quelqu'un, ça fait partie de ces réalisateurs qui ont démocratisé vraiment pour le grand public cette mise en scène ultra cutée, ultra nerveuse dans les scènes d'action. Mais ici, il y a une influence qui est vraiment claire, qui saute aux yeux si on connaît un certain cinéma venu d'Asie du Sud-Est. C'est une influence de la part de John Woo, avec ses ralentis, cette façon de filmer ses personnages, avec des contre-plongées, des poses qui les mettent vraiment en valeur, ces grands héros de films d'action et de gunfight. En sachant que le film est sorti quelques années seulement, vraiment 2 ou 3 ans si je dis pas de bêtises, après Mission Impossible 2 de John Woo. Donc il y a vraiment des grandes chances que Michael Bay se soit inspiré de ce réalisateur-là, en voyant Mission Impossible 2, en voyant ses précédents films comme À toute épreuve, The Killer, ou encore Le Syndicat du crime 2. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Toi, je sais pas s'il y a d'autres choses qui te viennent. Ouais, je te rejoins sur John Woo, évidemment, les poses iconiques, avec ses contre-plongées au ralenti, qui sont aussi, alors,
peut-être effectivement inspirés du cinéma hongkongais, mais qui sont aussi devenus une marque de fabrique de Michael Bay. Clairement. Aussi. On a aussi le petit un ou deux bullet shot, très, oui, bien sûr. Très iconique du début des années 2000. Voilà, il utilise, comme je disais, ces nouveaux procédés de mise en scène grâce au numérique, cette caméra fictive entre guillemets qui lui permet de faire des mouvements de caméra assez fous. Un très évident aussi, une inspiration très évidente, c'est celle de Polystory. Puisque, on va pas se mentir, la séquence finale où il dévale un bidonville en Hummer, c'est clairement un plagiat de la scène d'ouverture de Polystory. C'est ça, un bidonville qui a été construit expressément pour cette scène. Bon, ça m'étonne pas, la maison qu'ils font exploser coûtait 40 millions de $. Aussi. Oui, c'est ça. Ça pour l'anecdote, je l'avais noté. En fait, ils ont vraiment acheté une villa pour la faire exploser. Alors c'est une villa qui en fait avait pour but d'être détruite. Donc là, ça tombait sous le coup. L'un des superviseurs des effets spéciaux disait que la première fois qu'il avait vu ça, il pensait que Michael Bay se vantait juste de la prochaine villa qu'il allait acheter. Il disait non, on va vraiment la démolir, on va la faire péter. Là, il y a des scènes, vous pouvez trouver, je pense que c'est disponible dans un making-of, mais c'est trouvable sur YouTube. La scène en fait making-of où on voit la villa qui explose du coup en direct, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Moi d'ailleurs, ce côté Hummer qui passe à travers la villa, notamment à un moment, ça m'a fait beaucoup penser aussi à un autre film de Jackie Chan qui est Mr. Nice Guy, où on retrouve un peu une scène similaire avec Jackie Chan qui est une espèce de bulldozer surdéveloppé style un peu Hummer qui rase en fait une villa à la fin du film. Donc je pense que c'est beaucoup moins assumé, c'est peut-être pas le cas, mais c'est vrai qu'on retrouve ça, je retrouvais ça aussi qui m'avait fait tiquer. De toute façon, dans tous les cas, l'influence du cinéma hongkongais sur le cinéma d'action américain des années 90-2000 de toute façon est absolument colossale. C'est-à-dire que même si vous n'avez jamais vu de cinéma hongkongais d'action des années 80-90, vous en avez forcément vu via l'intermédiaire des productions américaines. C'est ça. Tellement l'influence a été absolument colossale. Fin 90, début 2000, c'est déjà c'est ce que certains disent, c'est le pillage du cinéma hongkongais par les sœurs Wachowski pour Matrix. Bon, qui va un peu plus loin que ça quand même, étant donné qu'elles ont utilisé, elles ont fait appel à des techniciens, des chorégraphes vraiment de Hong Kong. Et début 2000, c'est aussi l'exode de ces réalisateurs dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts, John Woo, Tsuyark, tout ça. Donc de toute façon c'est une époque où les cinémas se sont mélangés et Michael Bay lui a quand même réussi à plutôt bien utiliser et à assez bien mettre en valeur ses inspirations, qui est plutôt une bonne chose. Alors pour finir ce podcast sur Bad Boys 2, là on a vraiment fait le tour du film, de ce qui était le plus intéressant. On vous invite bien sûr à aller voir le film si ce n'est pas déjà fait, parce que ça reste quand même une curiosité en termes de film d'action qui vaut le coup d'œil. On va vous faire quelques recommandations. Alors moi je vais pas vous faire de recommandations de films, mais d'un livre, alors que je n'ai pas malheureusement eu le temps de lire avant l'enregistrement de ce podcast, qui est le livre Michael Bay, La fin de l'innocence de Robert Ospian, désolé si j'écorche le nom, qui est aux éditions Aardvark, un petit éditeur indépendant qui propose beaucoup de livres très intéressants sur le cinéma. Et toi, Max, je crois que tu as envie de nous parler du vrai film d'auteur du coup de Michael Bay. Oui, parce que pour le coup, on parlait de cette tentative d'autorisation de Michael avec l'inénarrable Pearl Harbor, qui était un peu déjà du grand n'importe quoi. Mais il y a eu une vraie tentative réussie pour le coup où il a su, à travers un sujet qui lui parlait, faire ce qu'on pourrait vraiment appeler, là pour le coup, un film d'auteur, avec son approche visuelle si particulière, c'est Pain and Gain, du coup avec Mark Wahlberg et The Rock, notamment Dwayne Johnson, voilà, qui va... et Anthony Mackie, je crois aussi, oui, effectivement. Ouais, tout à fait, qui va raconter cette histoire de bodybuilders qui vont tenter un braquage, voilà, vraiment une vision totalement, j'allais dire déshumanisée ou désenchantée de l'Amérique, et qui est une vraie petite réussite, une vraie petite curiosité aussi, beaucoup moins rigolo que Bad Boys 2, mais là pour le coup on peut vraiment parler de tentatives réussies, et ça a été d'ailleurs reconnu comme tel à l'époque de sa sortie, vraiment un film avec pour le coup des vraies idées de mise en scène. Alors il y a des vraies idées par exemple dans un Bad Boys 2, mais c'est des idées on va dire purement visuel, purement technique. C'est-à-dire que là, il va vraiment exprimer des choses via sa mise en scène. Bon, ce qui est quand même la quintessence du 7e art. Voilà. On aime bien quand ça fait boum boum, quand il y a des effets numériques et des caméras qui font des 360 degrés. Mais la base du cinéma, c'est quand même enchaîner 2 bons plans
qui sont censés suggérer des émotions ou exprimer voilà, des velléités thématiques, etc. Et c'est ce qu'il arrive à faire, en partie en tout cas, avec Pain and Gain. Et donc, ouais, c'est... Alors, objectivement, je pense son meilleur film. Voilà, pas celui qui me fait le plus marrer, mais vraiment, voilà, la tentative réussie, on peut le dire, de Michael Bay, de se voir un petit peu, voilà, comme ça, en auteur. Voilà, donc vraiment une vraie bonne curiosité. Oui, sûrement aussi l'un des meilleurs films avec Dwayne Johnson. Aussi. Qu'il arrive à vraiment bien diriger, parce que Dwayne Johnson, c'est quelqu'un qui est un catcheur à la base, donc qui a une certaine forme d'acting, on peut dire, mais entre ce qu'on fait sur un ring et ce qu'on fait devant une caméra, c'est deux univers. Et là où sur d'autres films, il peut avoir un rôle très caricatural, cabotiné, là, je trouve que Michael Bay avait réussi à ressortir des choses assez intéressantes en fait de cet acteur. Et ouais, je pense que son meilleur film, et juste pour ça, juste pour voir un The Rock un peu benet mais très attendrissant, ça vaut vraiment le coup. Et avant de finir ce podcast, on va faire un petit jeu avant de se quitter où Max va devoir deviner 10 films parmi les 10 meilleurs films buddy movie autour de policiers ou d'agents gouvernementaux d'après une liste de Sens Critique. Est-ce que t'es prêt ? Je suis prêt. Alors ces 10 films, t'as pas besoin de les trouver dans l'ordre, tu peux y aller parmi les premiers qui te viennent à l'esprit. Je te donnerai le chiffre à chaque fois que t'en trouveras un. Ok, je vais citer, on va dire, le numéro uno, une grosse influence, 48 heures, de Walter Hill. 48 heures n'est pas dans la liste. Je crois qu'il est pas 10e, mais genre il doit être 12e, 13e, un truc comme ça. Cette liste de merde encore. Ça commence très mal ton jeu là, j'ai plus envie de jouer là. Franchement, il y a quasiment que des bons films, honnêtement. Enfin moi, que des films que j'adore. Et que je pense que tu les as tous vus, honnêtement. Ok, bah Bad Boys du coup. Non, y a pas Bad Boys. Ni aucun, ni un, ni deux. Ok. Je te donne un indice. Il y a une franchise où il y a 3 opus qui sont dans la liste et il y a 4 films qui existent. Ah, 3 films dans la liste ? Ouais. Men in Black ? Alors, il y a Men in Black 1 qui est 5e. Ok, d'accord. Mais c'est pas à ça que je pensais. Je pense années 80. Je vais te donner un indice si ça t'aide à trouver, c'est génial. Antisémite. Ah, L'Arme Fatale. L'arme fatale. Alors lequel ? Il y a la 3. Il y a le 1, 2, 3. Il y a le 1, 2, 3. Le premier est 2e de la liste. Le 2e est 6e et le 3 est 10e. Mais il y a un réalisateur que t'aimes beaucoup qui a fait 2 films qui se sont retrouvés dans cette liste. Je sais pas, il y a du Shane Black. Ouais. Ah, Nice Guys. Il y a The Nice Guys qui est 4e. Ok. Et il y en a un 2e. Bah du coup, Au revoir à jamais ? Non. En tant que réal. Ah oui, Kiss Kiss Bang Bang, non. Si. Ah si, d'accord. Kiss Kiss Bang Bang qui est 7e, juste en dessous de L'Arme Fatale 2. Ok, d'accord. Il te reste encore le 1, le 2, le 8 et le 9. En sachant que, globalement, le 1, le 8, c'est des films des années 90. Et le 9 et le 2, c'est année 2000. Et le 9, c'est 2010, je crois. Il y a le 1, c'est pareil, c'est une franchise. Mais il n'y a qu'un seul des opus où c'est vraiment un buddy movie. Un truc récent. Non, c'est années 90, si je dis pas de bêtises, d'un réalisateur qui aujourd'hui ne fait malheureusement plus de films, à notre grand désarroi. Un truc de John McTiernan ? Ouais. Last Action Hero ? Non. Il y était, mais je l'ai enlevé parce que, comme ça, avec un enfant, je trouvais que c'était un peu... c'était un peu bâtard. Ah oui, non, et Die Hard 3, évidemment. Bah oui, Die Hard évidemment. 3 avec Samuel L. Jackson et Bruce Willis. C'est vrai, ça. Incroyable ce film. Donc c'est le numéro 1 de la liste. Donc, le 1 c'est Die Hard 3, le 2 c'est L'Arme Fatale, le 3 tu ne l'as pas, le 4 c'est The Nice Guys, le 5 c'est Men in Black, le 6 L'Arme Fatale 2, le 7 Kiss Kiss Bang Bang, le 8 tu ne l'as pas, le 9 non plus, et le 10 c'est L'Arme Fatale 3. Le 3e c'est pas un film américain. Britannique, le film ? Ouais. Ah, Shaun of the Dead ? Non, pas Shaun of the Dead. Hot Fuzz. Hot Fuzz, ouais. Hot Fuzz qui est numéro 3, qui est très très haut dans la liste, mais qui est génial. Ouais, c'est mérité. D'ailleurs, qui fait référence à Bad Boys 2 oui, qui fait directement. référence à Bad Boys 2. Donc ça, c'est, les vrais savent, j'ai envie de dire. La boucle est bouclée. Il te reste encore le 8 et le 9. Alors c'est vrai que le 8 et le 9, c'est peut-être pas forcément ceux qui nous viennent en premier en tête. Années 90, hein. C'est réel connu. Alors, je sais plus qui l'a réalisé, mais je crois qu'il est assez connu. Oui, oui. Réalisateur qui nous a quittés aujourd'hui, mais qui est très très connu.
réalisateur malheureusement mort en 2012. Et là, le film que tu cherches, c'est un film de 1991. Ah, le dernier Samaritain. Le dernier Samaritain, Ouais. avec Bruce Willis et avec Damon Wayans de Tony Scott, qui Ouais. est du coup 8e. Il ne te reste plus que le dernier. Alors le dernier, pour le coup, je suis pas sûr que tu l'aies vu, mais je suis sûr que tu en as entendu parler. C'est une adaptation en film, en série de films, d'une vieille série télé policière avec des ados, très populaire auprès des ados du coup, qui a le droit à 2 films. Policier. C'est policier, c'est des policiers sous couverture. Et c'est des ados, les personnages principaux. C'est censé être des ados. Oui, non, d'accord. Joué par des gars de 30 ans, mais... Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le film, c'est des gars de 30 ans qui jouent des ados, justement. Mm. C'est ça, c'est un des trucs. C'est réalisé par un duo de réalisateurs. 21 Jump Street. 21 Jump Street, effectivement, de Ouais. Phil Lord et Christopher Miller, avec du coup Channing Tatum et Jonah Hill. Voilà, j'avais un petit trou. Donc voilà, il est 9e du classement, donc ça fait 10 films, les 10 meilleurs films buddy movie cop Ouais. pour Sens Critique. Ouais. Il y a des manquements, mais il y a beaucoup de Shane Black, hein. Ouais, il y a- Que ce soit en tant que réal, scénariste. Il y a quand même du Shane Black et moi ça commence avec Die Hard 3, donc moi je suis complètement comblé. Ouais, c'est un premier totalement legit, hein. Et voilà qui conclut ce podcast sur Bad Boys 2 de Michael Bay. J'espère qu'on aura réussi à vous donner envie de laisser une chance, si ce n'est pas déjà fait, pour ce film qui mérite le coup d'œil. Et merci beaucoup Max d'avoir mis ce film dans cette liste pour qu'on en parle, parce que moi-même ça a été une belle découverte. Ouais, je t'en prie, un grand plaisir de t'avoir fait découvrir ce chef-d'œuvre de subtilité et de bon goût qu'est Bad Boys 2. On espère un changement d'ambiance pour le prochain épisode, on verra bien. Oui, c'est ça. Alors le film pour le prochain épisode est déjà tiré, mais on ne vous dit rien, on vous laisse la surprise et on se retrouve très bientôt, si tout va bien, le mois prochain. Au revoir à tous. Salut!